Rachid Chaker, bonjour. Bonjour. Le pôle lutte informationnel des jeunes IHEDN est heureux de vous recevoir pour leur dernier entretien de l'année 2025. Pouvez-vous vous présenter et nous partager quelques sujets de vos recherches? Alors, merci pour l'invitation. Je suis chercheur en sciences politiques à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Lille et je travaille principalement sur le Moyen-Orient, sur les crises et conflits dans le Moyen-Orient et leur perception, la perception de ces conflits en dehors et au-delà du Moyen-Orient. Notre première question concerne la lutte informationnelle dans le conflit israélo-palestinien. Comment la caractérisez-vous et comment mesurez-vous son impact en France? Alors, la lutte informationnelle sur ce conflit, elle a porté sur deux enjeux principalement. Le premier, ça a porté sur les causes de la guerre, avec deux récits concurrents qui se sont affrontés. Un premier qui, du côté, on va dire, palestinien, qui visait à placer les attaques du Hamas et plus largement la résistance palestinienne, justement dans un contexte de résistance face à une occupation. L'objectif était de montrer que les Palestiniens, un peu par analogie avec ce que faisaient les Ukrainiens, étaient un peuple qui se battait pour leur indépendance, pour leur liberté. Du côté israélien, en revanche, l'approche a été complètement différente. On a complètement occulté ce point de vue résistance ou lutte nationaliste pour placer les attaques palestiniennes dans un cadre plus global du djihadisme. Il y a un parallèle qui a été fait à plusieurs reprises par des dirigeants israéliens qui comparaient finalement les attaques du 7 octobre aux attaques du Bataclan en France ou aux attaques du 11 septembre. Donc là-dessus, on voit qu'il y a véritablement une guerre des récits sur à la fois la cause profonde du conflit et sur ses manifestations. Le deuxième volet de lutte informationnelle a concerné finalement le déroulé de la guerre à Gaza. Puisque d'un côté, du côté palestinien, on a cherché à démontrer que Israël commettait des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, montrer que finalement cette guerre était une guerre inhumaine menée par une armée entre guillemets barbare. À l'inverse, du côté israélien, on a cherché à démontrer, il y a encore eu des déclarations de Benjamin Netanyahou en ce sens il y a quelques jours, que cette guerre était une guerre humaine qui était certes menée contre des groupes terroristes, mais que les fondamentaux du droit international humanitaire étaient préservés. Et on a pu voir d'ailleurs qu'à ce niveau-là, au niveau des deux parties, il y a eu un véritable enjeu sur la notion de génocide. C'est-à-dire que chacune des parties, alors côté palestinien, on a cherché à accuser Israël de génocide, dans ses actions à Gaza. À l'inverse, Israël a systématiquement refusé l'emploi de ce terme en qualifiant cela de manipulation. Et on a pu voir au niveau des deux parties, que ce soit dans la presse arabe ou dans la presse internationale au sens large, une véritable lutte concernant les termes employés pour qualifier ce qui se passait à Gaza. Dans ce même contexte, que vous évoque cette citation de l'écrivain Antoine Fleifel dans son livre Les dieux criminels concernant les trois idéologies politico-religieuses, l'évangélisme sioniste, le salafisme djihadiste et le sionisme religieux? Je cite: si la politique instrumentalise la religion le lui rend très bien. Il y a une double instrumentalisation qui a pour point d'ancrage l'Apocalypse. Quels sont leurs rôles dans la lutte informationnelle? Alors, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien a la particularité de se dérouler sur la terre sainte des trois religions, donc forcément la dimension religieuse est présente et elle est même parfois centrale pour certains acteurs. Néanmoins, il faut se rappeler que le conflit est avant tout un conflit territorial, un conflit national. Donc il ne faudrait pas, à mon sens, extrapoler le rôle du religieux, même si naturellement c'est un vecteur d'amplification des perceptions. Forcément, lorsque l'on voit une population arabe majoritairement musulmane, mais pas que, face à une population israélienne majoritairement juive, mais pas que, on aurait tendance à essentialiser le conflit sur la base confessionnelle. Mais il faut avant tout se rappeler que c'est un conflit national entre des peuples qui veulent la même terre et que la religion, effectivement, peut venir exacerber les tensions, mais qu'elle n'en est pas la cause. Après, qu'ici ou là, il puisse y avoir des groupes qui viennent, entre guillemets, amplifier le facteur religieux et la tension religieuse, que ce soit des musulmans, des juifs ou même ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, c'est une réalité. Mais pour autant, ce n'est pas le déterminant du conflit. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser ce qu'est l'évangélisme sioniste, notamment en présentant un exemple comme l'organisation Koufi, donc Christian United for Israel?
Alors, les chrétiens sionistes sont un mouvement protestant aux États-Unis et l'organisation CUFI, Christian United for Israel, se fait le porte-parole aux États-Unis. Il revendique à ce jour près de 10 millions de membres. Ce sont des chrétiens donc, qui soutiennent ardemment Israël pour trois principales raisons. La première, c'est qu'ils estiment que la terre d'Israël a été donnée au peuple juif, donc il est nécessaire en tant que chrétien d'appliquer la volonté divine. La deuxième raison est qu'ils pensent que les Juifs sont le peuple élu et que par conséquent, il est nécessaire d'être bienveillant vis-à-vis de ceux qui reçoivent la grâce divine. Et la troisième raison serait que la création de l'État juif sur les terres d'Israël favoriserait le retour de Jésus. Alors il faut savoir que les chrétiens sionistes constituent un des éléments centraux de l'électorat de Donald Trump et qu'à ce titre, Donald Trump est obligé d'en tenir compte d'un point de vue électoral. On a pu voir qu'en 2017, il me semble, ou 2018, lorsque l'ambassade américaine a été transférée à Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem, c'était John Hagee, le patron de CUFI, qui avait organisé la messe, ce qui prouve à quel point Donald Trump cherche à satisfaire une base électorale. De la même manière, l'actuel ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, est un chrétien évangéliste, donc chrétien sioniste particulièrement, et on a pu voir que systématiquement, il a des positions très pro-Israël. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les chrétiens sionistes ont des positions peut-être plus radicales que les juifs américains. C'est-à-dire que la plupart des juifs américains ont des positions plutôt modérées sur le conflit israélo-palestinien. On l'a vu encore récemment à New York avec l'élection du nouveau maire. Lorsque les chrétiens sionistes se trouvent sur l'échiquier politique américain comme étant les plus radicaux, par exemple, ils ne veulent pas entendre pour la plupart entendre parler d'État palestinien. Et ce qui est assez intéressant de remarquer, puisque pour nous en France, c'est quelque chose qui nous paraît un peu loin, etc. Mais alors qu'aux États-Unis, c'est véritablement un facteur de politique interne. Merci beaucoup. Changement de zone géographique. Concernant le conflit russo-ukrainien et son impact mondial, comment s'exerce la guerre informationnelle russe auprès des pays arabes? Alors, il faut savoir que d'emblée, la guerre russe a été perçue de différentes façons au sein du monde arabe. Il faut savoir que dans la plupart des pays arabes, en tout cas au niveau des populations, il n'y a pas eu nécessairement la même condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine par les populations. Il faut savoir que paradoxalement, alors que les pays arabes sont des États qui sont, et notamment les populations, sont très attachées à l'anti-impérialisme, ben l'agression de l'Ukraine par la Russie a été perçu par certains commentateurs comme une réponse à l'impérialisme américain. Donc un événement impérialiste d'invasion dans notre État a paradoxalement été perçu comme une forme de résistance à l'impérialisme, ce qui est quand même assez intéressant. Donc en fait, la Russie n'a pas eu de grands efforts à réaliser pour convaincre la plupart des États de maintenir leur soutien. D'emblée, il y avait des États qui étaient extrêmement favorables à la Russie. Il y avait l'Algérie, il y avait la Syrie jusqu'à encore il y a un an. Il y avait également le Soudan dans une moindre mesure. Vous aviez des pays qui étaient certes peu favorables à l'invasion de l'Ukraine, qui ont même d'ailleurs publiquement condamné l'invasion russe de l'Ukraine, mais qui pour autant n'ont pas rompu leurs liens avec la Russie, on continue à recevoir Vladimir Poutine, ou en tout cas à se rendre en Russie, à développer les partenariats économiques. Et puis il y a d'autres États qui, même si de façade condamnaient l'invasion russe de l'Ukraine, au contraire cherchaient à développer leurs liens avec la Russie ou à tirer bénéfice de la situation en Ukraine. Et donc à partir de là, on peut considérer que la Russie n'a pas eu beaucoup de choses à faire, sachant qu'en plus la guerre à Gaza est venue accentuer la fracture avec le monde occidental. Et finalement, ce qui est ressorti, sans même finalement qu'il y ait eu une propagande russe, c'était de dire les Occidentaux en Ukraine défendent le droit international et les droits de l'homme, mais dès lors qu'il s'agit de Gaza, finalement, on est du côté d'Israël, entre guillemets, on est du côté de l'oppresseur. Donc ce qui est intéressant à regarder, c'est que dans le monde arabe, la Russie n'a pas eu grand-chose à faire pour obtenir à minima une forme de passivité de la part et des dirigeants et des populations arabes. Et pour recontextualiser, juste avant du coup ce conflit, quel était l'impact de la diplomatie russe au sein de ce monde arabe? Alors, la Russie entretient des liens assez anciens avec un certain nombre d'États du monde arabe, donc l'Algérie, on en a parlé, l'Égypte historiquement, avant le basculement vers les États-Unis, et avant même la guerre en Ukraine, un certain nombre d'États, et notamment des États du Golfe, avaient commencé à se rapprocher de la Russie, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats, tout simplement parce que ça leur permettait de diversifier leurs alliances. Il faut savoir que depuis le début du XXIe siècle, la plupart de ces États veulent, entre guillemets, mettre en concurrence les différentes puissances de la scène internationale pour essayer d'obtenir le meilleur. Par exemple, ils vont nouer des liens, certes, avec les États-Unis, avec la France, le Royaume-Uni, mais ils ne s'interdisent pas, par exemple, de commercer avec la Russie ou de nouer des liens avec la Chine. Donc avant même la guerre en Ukraine, si vous voulez, la Russie avait une place de partenaire
non pas privilégiée, mais en tout cas intéressante dans la région, parce que ça permettait en gros soit de faire concurrence aux États-Unis, soit ou tout simplement de s'ouvrir à de nouveaux marchés et d'ouvrir de nouvelles opportunités. Merci beaucoup Rachid Shaker. Je rappelle qu'en tant que professeur engagé, vous avez été professeur à l'école navale, mais aussi à l'école de guerre. Vous avez soutenu le lien armée-nation. Quel serait votre dernier message pour les jeunes IHUDN? Étudier l'histoire. Je pense que sur un certain nombre de conflits, on a une grande tendance à vouloir analyser les phénomènes à chaud sans prendre le recul historique. Et ce que je pourrais recommander véritablement aux étudiants, c'est quelle que soit la zone que l'on étudie, quel que soit l'enjeu que l'on analyse, il est important d'avoir une bonne connaissance historique à la fois des acteurs, des enjeux et de la région et de la zone que l'on étudie. Donc, gros focus sur l'histoire. Et pourtant, je suis politiste.